Bonjour à tous, pour rien vous cacher, j'étais en train de préparer une vidéo sur la collision entre le Rafale B et le câble électrique du côté du 04, avec un peu plus de précision, notamment grâce à certaines personnes qui m'ont renseigné d'un point de vue électrique. J'ai été interrompu par quoi? Par l'actualité. Vous avez peut-être vu les images ce matin au réveil. Un vol United Airlines 328 qui devait faire Denver à Honolulu a eu un gros souci au niveau d'un de ses réacteurs qui est tombé en partie sur une zone d'à peu près 1,8 km au sol et suite à sûrement ce qui ressemble à une explosion, a dû revenir se poser. Ce que je vous propose dans cette petite vidéo, eh bien, c'est tout simplement d'expliquer un petit peu ce qui a été géré par l'équipage et également un petit peu plus sur le moteur et vous rassurer sur le fait que vous voyez un gros bimoteur, un 777-200, donc c'est un avion de Boeing, équipé d'un moteur Pratt & Whitney 4000, donc c'est un moteur construit à 2500 exemplaires, qui existe depuis 1984, qui pousse entre 30 et 40 tonnes, fonction des versions, même 20 tonnes à 40 tonnes, qui équipe des avions allant de l'Airbus 300, certains Airbus A330, 700, 747, des 767, et bien sûr des 777, le gros bimoteur de chez Boeing. Eh bien, ça fonctionne très bien, même après le décollage, à la masse maximum. Alors là, ils étaient peut-être pas à la masse maximum, même il y a peu de chance. Pourquoi? Parce que ils étaient que 231 passagers et 10 personnes à bord. Là où on peut mettre normalement plus de personnel. Mais c'est un avion qui peut décoller à 247 tonnes, si ce n'est plus dans certaines versions. Eh bien, ça fonctionne très bien sur un moteur ou avec un moteur en feu. Ça n'explose pas en soi. Et énorme coup de chance, eh bien, les débris tombés au sol n'ont blessé personne. Je vous laisse voir les images, là, vous voyez, c'est assez impressionnant. Et pour la petite histoire, vous voyez ce engine inlet, là, cette entrée au niveau du moteur. Eh bien, j'étais mercredi dernier dans les hangars d'une grande compagnie aérienne française pour faire un reportage lors d'un changement de moteur. Alors, c'était pas la même version, mais vous verrez arriver dans les semaines qui viennent, eh bien, toute l'opération de changement de moteur et comment est-ce qu'on vient installer cette partie-là et comment elle est accrochée. Donc voilà, hasard du calendrier. Allez, ce que je vous propose maintenant, en fait court, efficace, c'est tout simplement d'écouter les communications radio et d'être avec vous dans le cockpit, de parler de ce qui s'est passé. Donc, il fait beau, décollage face à l'ouest de Denver, très très gros terrain. L'équipage United Airlines, donc c'est souvent des anciens militaires ou des personnes qui ont beaucoup d'expérience dans ces cockpits-là. En Amérique du Nord, souvent le cursus vous oblige à passer par beaucoup de petites aviations ou d'aviation comme de regional, donc vous avez des équipages sur 777 ou sur long courrier dans la ligne qui ont énormément d'expérience. Et là, vous avez donc le décollage, ils font la procédure initiale de départ, ils sont en montée, ils passent les 13 000 pieds, ce qui veut donc dire qu'au niveau de la cabine, les gens leur a dit qu'ils peuvent retirer la ceinture. Vous vous rappelez le doum, c'est à 10 000 pieds, 3300 mètres d'altitude, ça fait partie de notre check en tant que pilote. Donc imaginez, vous êtes en train de monter, ça grimpe, doum, ça y est, le décollage en gros est fini, et là, boum, patapouf. Des images grâce à Twitter, on voit l'explosion en vol du moteur avec des morceaux qui vont tomber, comme on a dit, sur une surface d'à peu près 1 nautique, 1852 mètres. Et voilà ce qui se passe à la radio. Denver departure unit. Donc Denver Departure United, donc c'est le pilote ou le copilote, donc probablement à ce moment-là le pilot monitoring. Dans un avion comme ça, vous avez au minimum 2 personnes, un pilot flying et un pilot monitoring. Le pilot flying contrôle l'avion, donc là dans ce cas-là l'avion est en pilote automatique, c'est lui qui va mettre les modifications de cap, de vitesse, d'altitude, et le pilot monitoring lui vient assister le pilot flying. Je vous ferai une vidéo sur le sujet, avant on appelait ça pilot non-flying, et il va faire la radio, il va rentrer les points, les choses comme ça. Donc là normalement c'est le pilot monitoring souvent qui fait la radio. Alors ça peut varier en fonction des compagnies, en fonction de la charge de travail, pour plein de raisons, où ils sont répartis différemment, mais il y a de grandes chances que ce soit le pilot monitoring. Alors je ne vais pas parler de commandant de bord et de copilote, parce que ça peut être l'un ou l'autre en fonction des vols. Par exemple là sur un Denver Honolulu, à l'aller, le commandant de bord va peut-être dire c'est moi qui suis pilot flying, et au retour, ce sera toi, le copilote, le pilot flying, ou l'inverse. Il n'y a pas vraiment de règle, le tout c'est qu'on inverse les rôles de manière à rester entraîné. Donc là, on a le pilote qui commence à parler, et qui n'a pas vraiment réfléchi à ce qu'il voulait dire, donc du coup il arrête de parler parce qu'il doit être gêné dans le cockpit. C-28 Heavy, we've experienced a failure, need a turn.
Donc là, il fait une demande directement, sans Mayday, sans panne, sans rien. Donc généralement, on va commencer à prendre l'attention du contrôleur en faisant une panne, mais bon, il n'y a pas mort d'homme. Et donc il dit qu'ils ont un souci moteur et qu'ils vont avoir besoin de faire un virage. Peut-être qu'à ce moment-là, ils n'ont pas encore toutes les remontées de panne, ils n'ont pas eu toutes les vibrations, toutes ces choses-là. C'est peut-être même avant l'explosion, on ne le sait pas, on le saura après l'enquête. Là, à l'heure actuelle, eh bien, on partage autour des informations disponibles en source ouverte qui ont la véracité qu'elles ont, et donc on n'est pas en train de faire un compte rendu d'enquête. Je ne suis pas enquêteur au bureau enquête analyse, c'est pas du tout ça, mais voilà, on peut quand même en déduire pas mal de choses. Mayday, Mayday, United 28. Donc là maintenant, eh bien, il fait un Mayday. Mayday, il y a différentes gradations. Vous avez panne, 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 panne. Vous avez une panne, forcément, ça porte bien son nom, et vous avez besoin d'assistance. Mayday, vous estimez que la sécurité de vos passagers est impactée à court terme. Et comme par hasard, au moment où il va faire Mayday, le contrôleur, dans la foulée, ça attire l'oreille, et là, tout le reste, il s'en fiche. Ce qui l'intéresse, c'est United Airlines 328, et c'est ses collègues qui vont pouvoir s'occuper du reste du trafic, voire même des fois leur faire changer de fréquence, de manière à garder United Airlines 328 sur une fréquence où il est au calme. United 328 Heavy, Mayday, Mayday aircraft. Donc le United 328 Heavy, pourquoi Heavy? Parce qu'en termes de turbulence de sillage, un 777 lourd comme ça fait des grosses turbulences de sillage, donc ça rappelle à tout le monde, attention, il y a certains espacements à respecter, c'est un gros avion. Vous avez différentes catégories d'avions, et donc le 777 fait partie du Heavy. 328 Heavy, say again, please, repeat all that again. Donc là, il y a le contrôle, c'est toujours pareil, qui dit attendez, répétez, parce qu'il a été gêné. Maintenant, il a sa pleine attention, et là, le pilote va pouvoir lui faire son message pour expliquer exactement ce qui se passe et ce dont il a besoin. Yeah, United Denver departure, United 328 Heavy, Mayday aircraft just experienced engine failure, need a turn immediately. Donc Denver departure, United 328 Mayday Heavy, Mayday aircraft. Donc là, il dit tout, et il appelle le contrôle de Denver, son immatriculation, le fait qu'il soit heavy, le fait qu'il soit en Mayday, il le répète à chaque fois, non pas le message initial Mayday, 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 mais le fait que ce soit un Mayday aircraft, un avion en Mayday. Il vient d'avoir une panne moteur et il a besoin de se retourner immédiatement. Il ne précise pas le sens, et du coup, que va demander le contrôle? Left or right turn? United 328 left or right turn, est-ce que vous voulez tourner à gauche ou à droite? Left turn. Et là, il demande à gauche. Dans la foulée, United l'autorise à le contrôle autorise à tourner par la gauche. Left heading 080, United 328 Heavy. Et il lui donne un 180 degrés autorisé par la gauche. Pourquoi? C'est très malin de la part du contrôle, parce qu'il se doute bien qu'il ne veut pas faire un 360, sinon il l'aurait demandé. Donc là, il lui autorise, alors qu'il est vers un cap à l'ouest, aller vers l'est. Comme ça, eh bien, il peut se retourner, s'arrêter plus ou moins au cap qu'il veut si besoin. Il vient soulager le pilote, qui est là gêné par sa gestion de panne. Ensuite, Denver vient lui donner une autorisation à commencer à descendre. Il sait que 13 000 pieds, c'est assez haut, donc il lui dit « pilot discretion », ce qui veut dire la discrétion du pilote. Non pas on se cache, mais quand vous avez envie. Donc quand il a envie, il est autorisé à quitter 13 000 pour descendre vers 9 000 pieds. Pourquoi c'est important? Parce que dans 23 minutes, il va être posé. Non, même un peu moins que ça. Donc ça va très très vite quand même. Pour des avions de ligne, c'est très rapide. Vous allez me dire, en avion de chasse, c'est très lent, mais pour un avion de ligne, avec toutes les procédures à suivre et tout, c'est très rapide. Et entre le moment où ils ont eu la panne et le posé, 23 minutes, c'est très court. Et il va falloir descendre et freiner. Et un avion de ligne, ça a des ailes énormes, ce sont des vrais petits planeurs, enfin des gros planeurs. Et donc, plus tôt il va commencer à descendre tout en gardant de la marge, mieux c'est. Donc il faut être à une distance altitude cohérente, sinon vous vous retrouvez trop sur le plan. Vous avez beau sortir le train, les aérofreins, tout ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à freiner. Okay, descend and maintain 9000, United 328 Donc Heavy. là, il est autorisé à commencer à descendre, et il le fait quand il veut. Donc on lui donne une sorte l'espace aérien entre 13 000 pieds et 9 000 pieds jusqu'au cap Est, tu fais ce que tu veux. Excellente réaction du contrôle. Donc là, eh bien, on a décollé face à l'ouest, il n'y a pas tant de vent que ça, il y aurait possibilité de se poser face à l'est. Et là, le contrôle va être sympa, il va lui dire, est-ce que vous voulez que je vous guide de suite pour que vous vous posiez? En gros, vous faites le 180 et vous vous posez direct. Parce qu'il ne sait pas à quel point c'est dangereux, là, à quel point ils ont un souci. Donc il lui propose vraiment, est-ce que tu as besoin de venir te vomir sur la piste de suite? Ça va être possible. At immediate, we need to, let's go, we need to run some checklists. Et là, eh bien, United Airlines qui dit note immédiate, pas de suite, il faut qu'on fasse des checklists. Bienvenue dans l'aviation de ligne, c'est pour la sécurité de tout le monde. Quand vous avez un problème sur un moteur, vous commencez à sortir des checklists qui vont bien, il va falloir mettre le moteur en sécurité, gérer un petit peu les différents cas, préparer l'aéronef, éventuellement l'alléger si besoin.
Là, je pense pas que ça ait été le cas. Et se préparer en toute sécurité à l'atterrissage. Un bimoteur vole très bien avec un seul moteur. Les bimoteurs sont des monomoteurs, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, qui sont surmotorisés. Donc si vous perdez un moteur, ça marche très bien. Même lors de la course au décollage, au-dessus d'une certaine vitesse, ça partira, ça montera. Donc ils ont la puissance nécessaire. Moi j'ai fait des centaines d'heures sur monomoteur. Si vous êtes pilote d'aviation générale, vous avez des centaines d'heures ou des dizaines d'heures sur aviation sur monomoteur. C'est pas parce qu'on perd un moteur que c'est la fin du monde. C'est comme sur un bateau, il a plusieurs moteurs, il perd un moteur, ouais, ça arrive. Donc il ne faut pas se mettre dans la ratière, c'est-à-dire se mettre derrière l'avion et commencer à subir des événements. Vous n'allez pas là avoir un souci dans les 20 minutes qui viennent. Donc il faut prendre du recul et bien gérer sa panne. Ça veut pas dire qu'il faut perdre du temps, au contraire, mais ça veut dire que step by step on y va et ça va bien se passer, il en reste un moteur, donc on ne veut pas commencer à prendre la checklist tout jeter, dire je ne respecte rien de l'héritage de mon industrie, parce qu'une checklist c'est ça, c'est l'héritage de votre industrie, c'est les lessons learned, c'est ce qu'on a appris, c'est les best practices, c'est ce qu'il faut faire pour pas se faire avoir, donc on veut bien capitaliser dessus, et là ils sortent la checklist, item par item, on vient bien faire les choses dans le bon ordre, parce que la priorité est la sécurité des passagers et des gens au sol aussi. Donc là maintenant, eh bien, il y a le contrôle qui dit s'ils ont besoin de quoi que ce soit, ils demandent, et gauche, droite, hold, ils auront tout ce qu'ils veulent, ils ont juste à demander. Donc le contrôleur est vraiment là pour appuyer, pour aider le pilote. Un petit coucou et merci au contrôleur aérien que j'étais passé voir à Charles de Gaulle et à tous les autres. Ça c'est très bien, il est là, il aide sans pour autant être trop intrusif. Ok, donc là, eh bien, les avions vont faire le tour. Dans la foulée, Fuel and Souls on Board, ça c'est le grand classique, le contrôle aérien a besoin de savoir combien il vous reste de pétrole et combien vous avez d'âme à bord. Donc on parle bien de âme à bord. Donc ça c'est pour ça qu'on regarde toujours et là il lui répond, il file des informations. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans le cockpit? Gestion de la panne moteur. Donc là le contrôle qui lui demande est-ce que tu veux tout de suite être ramené ou est-ce que tu veux des vecteurs. Donc là ils sont en train de discuter. Très intéressant, we need delay vectors, donc ils ont besoin d'un peu de temps d'attente. We still need to run a few checklists to get some landing data. Pourquoi c'est important? Parce que vous avez un avion qui a décollé à une certaine masse. Maintenant, il faut qu'il compute, il faut qu'il calcule toutes leurs données d'atterrissage. Donc, on n'arrive pas et on se vomit pas sur une piste. On regarde les vitesses d'approche, on regarde les vitesses, quel degré de volée est-ce qu'on va mettre, on va regarder plein de choses. Et dans un cas comme ça, personnellement, on va même regarder la distance d'arrêt de manière à prévenir les gens au sol. Et oui, si je vois que sur une piste à 12 000 pieds, je vais être arrêté en 7 000 pieds ou 8 000 pieds peut-être, eh bien je le dirai au contrôle, je dirai nous serons arrêtés à la bretelle machin. Par exemple, à la sixième bretelle d'accès de la piste. Comme ça, tous les véhicules d'urgence, ils peuvent déjà se positionner à cette bretelle-là et ça en gagne du temps. Alors, ils ne sont pas tous là, ils ont leur procédure aussi, il y en aura au-dessus, il y en aura en dessous, mais ça permet voilà, de s'arrêter à l'endroit et de gagner du temps. Donc, vous avez pas mal de petits calculs à faire pour s'assurer qu'on ne casse pas tout à l'atterrissage et qu'on arrive avec une vitesse sereine. Donc là, vous voyez, vous avez en permanence ce contrôle aérien qui propose moi je peux te poser plus rapidement si tu veux », et l'équipage qui dit « stand-by, camarade, t'es gentil, on continue à faire nos checklists ». Donc, très belle dynamique. Okay, I'm just going to keep you in that heading there, left turns all the way around the aerodrome, and whatever runway you line up for and you want, just let me know and we'll make that happen. Donc là, le contrôle aérien dit nous en gros vous pouvez avoir tous les runways et dites-moi lequel vous voulez quand vous le voulez. Ça c'est important, pourquoi? Parce que pour pouvoir préparer le système, là ils vont faire un ILS derrière, eh bien il faut préparer votre aéronef et il y a pas mal de petites choses, de petites bidouilles à faire dans le système pour préparer l'informatique. Donc il faut assez tôt quand même savoir sur quelle approche vous voulez aller pour gérer déjà votre plan, gérer la distance et puis gérer tout le système. Donc rapidement, il va falloir quand même qu'ils se décident sur la piste à utiliser de manière après derrière à pouvoir préparer et briefer leur approche parce que on a interrompu le vol, on fait demi-tour et là on va devoir briefer l'approche, briefer l'atterrissage. Donc il y a un briefing à faire avec les PNT, personnes navigantes techniques, pilote, copilote, et également avec les PNC, personnes navigantes commerciales. À ce moment-là, il faut parler aux hôtesses derrière,
demander même des informations. Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez vu les vidéos, il y a des vidéos. Ils peuvent même voir, leur montrer une photo d'à quoi ressemble le moteur. Ça permet d'augmenter la situation awareness de l'équipage et dire, eh bien, nous allons faire un atterrissage de précaution ou, sur la piste. Attention, pas d'évacuation, on attendra les consignes des pompiers. Vous ne voulez pas évacuer un avion comme ça sans nécessité. S'il n'y a aucun danger, c'est mieux de garder tout le monde à bord, c'est moins dangereux. Donc ça a été le cas, et tout le monde est resté à bord et ils ont été remorqués jusqu'au taxiway, enfin jusqu'à l'aire de parking. Ok, donc là maintenant on a l'avion qui a fait tout le tour et il va se présenter pour la piste 26 à Denver, et 2966 que vous allez entendre, c'est le calage altimétrique. En France on utilise des hectopascales, 1012, 1013 hectopascales. En Amérique du Nord nous travaillons en pouces de mercure, donc 2992 c'est 1013, donc là ils ont 2966, donc ils sont légèrement en dépression. United 328 Heavy, Denver Tower, wind 3609er, runway 2 safe, clear to land, Denver altimeter 2966. Donc le vent du 360 pour 9 nœuds, ils sont en piste 26, donc ils ont un vent plein travers pour 9 nœuds, c'est pas bien gênant, mais une petite dérive à mettre en place. Autorisé à atterrir, il collationne. Et maintenant que c'est out of the way, comme on dit, eh bien Denver Tower va les briefer gentiment sur comment ça va se passer avec les troupes au sol. Pardon pour le troupe au sol, avec les pompiers. Donc, il y a une fréquence avec les pompiers qui va leur être communiquée, moi que j'aime bien mettre avant de le poser, et il va leur expliquer quoi faire. Equipment is standing by, donc c'est en gros que les fire trucks, tout ça. Après, il va leur dire « Your discrete frequency when you land and roll out to toll to the personnel on the ground is 120.15 ». Donc, c'est votre fréquence en gros privée avec ces personnes-là, et bien c'est 120.15 une fois que vous êtes posé. United 328 Heavy, equipment is standing by. Your discrete frequency when you land and roll out to talk to the personnel on the ground is 120.15. Donc là, il collationne. 2015, fait toujours ce ping-pong. United 320 Heavy, plan a full stop on the runway, and then the personnel will come in and check out your aircraft, and then we'll get you moving from there. Donc là, il dit au United Airlines de se poser et de faire un full stop, qui veut dire tu t'arrêtes sur la piste, et à ce moment-là, le personnel au sol va faire une inspection, et à partir de là, ils verront ce qu'ils font. Okay, full stop on the runway, United 320 Heavy. Encore une fois, collationné par le pilote. Et voilà, donc ça se pose, posé pas cassé, si on peut dire. Alors pour le coup, j'aime bien dire pas de quoi écrire à la famille quand c'est pas grave, mais là, oui, il y a de quoi écrire à la famille, c'est quand même pas banal. Maintenant, vous avez vu, ça s'est très bien fini, ça s'est très bien passé, tant mieux pour les gens au sol. Ça reste quand même des morceaux pas si gros que ça qui sont tombés. Sur le point sur lequel je veux insister avec cette vidéo, c'est la nécessité de faire cette checklist. Prendre du recul. On aime bien dire en aviation, quand il y a le feu, il n'y a pas le feu. Mon Dieu, j'ai perdu un moteur, il fonctionnait encore, accessoirement, il a l'air de pousser. On va pas faire demi-tour et se vacher sur la piste. Il y a certains cas où ça peut être le cas, double pas de moteur, un incendie uncontained, donc qui est en train de croître extrêmement fort, où là, faut chaque seconde compte. Mais sur un cas comme ça, c'est un des cas pour lesquels les pilotes de ligne sont le plus entraînés. S'il y a une chose pour laquelle l'aviation de ligne nous surprépare, c'est la panne moteur au décollage. Là, ça tombe bien, ils avaient passé 10 000 pieds, donc c'est vraiment le cas le plus facile, si je puis dire, de grosses pannes à gérer. Vous avez un moteur qui a des dégâts, eh bien on va le gérer et tout, c'est une chose qu'on fait constamment au simulateur. Les pilotes de ligne passent tous les ans plusieurs fois au simulateur pour s'entraîner à gérer ce type de panne, et vous l'avez vu, ils l'ont très bien géré. Big up aussi hein, pour le contrôle, qui fait également du simulateur, qui s'entraîne également à gérer ce genre de panne. Et vous avez vu, là, l'objectif du contrôle, c'est vraiment aider le pilote qui, lui, gère sa charge de travail dans son cockpit avec toutes ces checklists. J'espère que cette petite analyse à chaud vous aura aidé. Du coup, dans les prochains jours, je sortirai ce que j'ai à dire sur le Rafale B qui fait du vol basse altitude et tape les lignes électriques. Et puis voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. Je sais que j'ai sorti ma vidéo du dimanche samedi, mais vous voyez, j'ai bien fait. Comme quoi, anticiper, c'est pas plus mal. Je vous dis à très bientôt. Si ça vous intéresse de faire un stage avec moi et mon équipe du 10 au 15 juillet du côté du sud-ouest, nous organisons un petit séminaire qui va être très très sympa. Je vous en parle très très bientôt sur la chaîne et sur le site web combatproven.org. Et d'ici là, je continue à faire des conférences, des webinaires, de la formation professionnelle. Si vous cherchez une formation sur leadership, followership, communication, vous voyez dans ces cas-là, communication très importante, eh bien n'hésitez pas à me contacter sur le site web, sur LinkedIn ou autre. Allez, à très bientôt et fly safe.